RDC est un des rares pays, comme vous devez le savoir, dans l'histoire de la Cour, à avoir facilité la phase expérimentale de cette Cour par non seulement le transfèrement du premier suspect, Thomas Lubanga, mais également par la richesse des accords, mémorandums de collaboration signés entre le bureau du procureur et la République démocratique du Congo. Pour mémoire, au lendemain de la ratification du statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2002, la RDC avait renvoyé la situation qui prévalait dans la partie orientale à la Cour concernant Thomas Lubanga, aujourd'hui récidiviste, et d'autres suspects pour les crimes les plus graves commis en 2002. Et là, nous sommes en 2004. Toujours en 2004, la RDC signera le mémorandum d'entente avec le bureau du procureur permettant une large coopération pour faciliter les enquêtes et orienter la Cour vers l'indemnisation des victimes. En 2023, plus proche de nous, le 1er juin 2023, la RDC a tout aussi signé un MOU avec le procureur, au terme duquel plusieurs engagements ont été pris, parmi lesquels l'institution de mécanismes mixtes qui permettra de ramasser tous les criminels dont les faits sont antérieurs à 2002, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du statut de Rome. Il s'agit de ce qui vous reviendra totalement à l'esprit, les rapports mapping. Ces rapports mapping de plus de 600 pages qui risquent de demeurer un simple document de tiroir. Et donc, une cour pénale spéciale pour la RDC sera mise en place. Et je voudrais vous informer ce matin que le président de la République m'a confié la présidence du comité de pilotage. Donc, les jours à venir, vous serez invités, parce que les ONG, vous êtes des acteurs importants, à pouvoir participer aux travaux de pilotage d'une cour pénale spéciale pour les Congo. Pourquoi cette cour? Cette cour a pour mission de répondre à un besoin. Le besoin de prise en charge des victimes des crimes le plus graves, c'est-à-dire les crimes qui choquent la conscience humaine, les crimes qui, dans la hiérarchie de la cruauté, sont les plus dévastateurs. Et qu'il ne faut pas laisser ces criminels en liberté. Et qu'il ne faut pas abandonner à leur triste sort les victimes. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé, au-delà de ce que ça peut lui coûter comme critique, parce qu'il va s'agir des Congolais aussi, de l'institution de ce mécanisme mixte dont les travaux de pilotage commenceront au mois d'avril de l'année en cours. Et donc les ONG sont informées, vous êtes attendus, voilà pourquoi je vous invite d'intégrer vos adresses mail parce que vous serez consultés, invités, et ce mécanisme est totalement pris en charge par la communauté internationale pour plus de 70% de son budget. Ça va vous permettre de vous déplacer aux frais du mécanisme, mais également de faire le travail attendu pour éclairer les personnels judiciaires internationaux à pouvoir rendre la justice aux victimes. Pour rester dans les contextes, mesdames et messieurs, nous nous sommes retrouvés ce jour pour échanger autour de la communication du bureau du procureur. Madame Jeanne d'Arc, qui m'a accompagné à la CPI aux travaux de décembre 2024, nous a vu à l'œuvre les réunions, les sous-commissions, une diplomatie acharnée qui aujourd'hui a produit une déclaration. Déclaration particulière, parce que dans l'histoire de la Cour, jamais un procureur, vous allez le voir, n'a jamais appelé à témoin. Jamais un procureur a indiqué un point d'envoi OTP link http ICC-CPI INT 2.
Mesdames et messieurs, c'est l'adresse directe du bureau du procureur qui vous permet d'adresser toutes les communications, tous les éléments dont vous avez incidemment connaissance concernant le crime présumé relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. C'est pour la première fois également qu'un procureur déclare que la situation qui prévaut dans la partie Est à Goma et dans ses environs est documentée et qu'il a en sa possession des milliers de blessés et des centaines de tueries. C'est pour la première fois. Ça veut dire que le bureau du procureur est suffisamment éclairé. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous devons restituer les preuves. Nous devons les transmettre. Nous devons abonder le site de la CPI. L'adresse, vous l'avez. On peut encore vous la donner pour pouvoir davantage inonder d'éléments de preuve, des communications nécessaires qui pourraient éclairer la religion des juges, parce que le procureur, lui, il est déjà éclairé, ainsi qu'il a décidé. Mesdames et messieurs, la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves ne commence pas avec la CPI. Il vous souviendra que déjà en 1945, le 20 novembre, l'ONU mettra en place le tribunal militaire international de Nuremberg. Ce tribunal, qui rendra sa première décision le 1er octobre 1946, a eu le mérite d'appliquer pour la première fois la notion des crimes de guerre. Pour la première fois, cette notion a été appliquée au cours du procès de Nuremberg. Après Nuremberg, il a fallu attendre quelques années. Le 25 mai 1993, pour voir être institué en Yougoslavie, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui lui a eu le mérite d'enlever l'illusion selon laquelle les fonctions officielles pouvaient s'ériger en barrage ou en rempart contre les procédures judiciaires. Et mesdames et messieurs, disons à New York, à Yougoslavie, on a vu de responsables politiques être poursuivis et condamnés. Mais après ex-Yougoslavie, c'est le Rwanda, le même Rwanda dont on parle à Arusha, qui verra se créer un tribunal pénal pour le Rwanda. Ce tribunal, créé en 1994, le 8 novembre 1994, avait également le mérite de juger les génocides. Mais quel génocide? De quel génocide l'on parle? Un génocide totalement inventé. Pourquoi? Parce que le bourreau est en liberté. Le bourreau est en liberté. Et il poursuit son bon chemin, commettant des crimes sur son passage. Aujourd'hui, le peuple Hutu ne peut pas rentrer au Rwanda parce que simplement les conditions sécuritaires de la minorité Tutsi, cette race qui se croit supérieure à toutes les autres races du monde, ne leur permettront jamais, les Hutus, de rentrer au Rwanda. Il faut une justice aussi pour les Hutus du Rwanda. Aujourd'hui, le Burundi est menacé par ce seigneur de guerre, Kagame, pour les citer, sous silence total de la communauté internationale. J'ai demandé à quelqu'un de me dire si l'on peut encore enseigner le droit international public dans un environnement où les crimes sont commis sous un silence irresponsable de ceux qui gèrent le monde. Est-ce qu'on peut encore parler dans ce pays d'agression, dans ce monde, dans cette région d'agression? Est-ce qu'on peut s'interroger sur les conséquences néfastes que les actes d'un individu provoquent, tout simplement parce qu'il a construit des milices pour protéger les intérêts occidentaux? Quelqu'un me dit, lorsqu'il y a des problèmes, le Rwanda intervient. Intervient pourquoi? Il intervient pour protéger les intérêts de ceux qui les protègent. L'heure est arrivée pour un Big Bang essentiel pour pouvoir modifier, renverser les narratifs et plaider pour la cause des faibles. Mesdames et messieurs, la Coupe internationale est l'œuvre de vous qui êtes ici.
et c'est par là que je vais vous dire, les initiatives individuelles, circonstancielles et même spéciales au travers des tribunaux et cours spéciaux n'ont pas aidé la communauté des États à protéger la mosaïque culturelle, c'est-à-dire les cultures qui cohabitent ou qui sont appelées à cohabiter dans un monde ouvert. C'est suite à la conscience de la communauté des États et en ayant présent à l'esprit que la vie humaine est sacrée, que les organisations non gouvernementales, en 1998, précisément le 17 juillet, lutteront et gagneront un pari. Ce pari, c'est les statuts de Rome de la Cour pénale internationale. Ces statuts a créé une Cour pénale permanente qui n'est plus spéciale au sens de Nuremberg, de ex-Yougoslavie et du Rwanda. Les exemples sont légion. Mais cette Cour avait été imaginée pour la paix et le respect de la vie humaine. Aujourd'hui, les ONG, vous êtes les acteurs importants. Voilà pourquoi l'échange d'aujourd'hui est centré sur vos apports. Ces apports qui doivent s'inscrire dans le cadre recommandé, c'est-à-dire les cadres de rendre, les cadres de communiquer les éléments à votre possession, dont vous avez connaissance, dont vous avez entendu parler, des crimes qui se sont commis et qui se commettent à Goma et dans ses environs, tels qu'exigés par le procureur Karim Khan. Voilà les contextes. C'est le contexte d'appel à témoins. C'est le contexte de communication d'éléments probationnels susceptibles d'éclairer la religion de la Cour pénale internationale. Mais comment nous allons le faire? Mesdames et messieurs, c'est les comment qui m'intéressent ce matin. Il faut que vous le sachiez. Ne mettons pas des sentiments dans la communication. Vous envoyez en ligne les photos, des vidéos, et vous dites Goma, justice pour Goma, justice pour les victimes de Goma. Et vous envoyez un tout petit commentaire. Si vous avez le nom des acteurs, ou de ceux qui commanditent, ou qui financent, ne vous réservez pas de les révéler dans un bref commentaire. Parce qu'il les ressort tellement de communications qu'ils peuvent parfois ne pas tout lire. Mais en résumant, en étant succinct, vous aurez aidé les analystes à pouvoir accéder à l'information essentielle à intégrer dans une approche effectivement de justice dont nos victimes ont besoin. Donc je plaide pour la communication synthétique et rationnelle d'éléments de preuve en votre possession. Le deuxième élément du comment, c'est qu'il n'y a pas de temps pour le faire. À tout moment, vous êtes fondé à le faire. Voilà pourquoi cet échange s'inscrit dans le cadre de sensibilisation. Sensibilisation du rôle qui est le vôtre, celui de coopérer avec la Cour internationale. Je rappelle que les ONG ont été pour beaucoup, sinon pour les tout, dans l'institution de la CPI. Et qu'elle est arrivée pour vous voir jouer ce rôle. Les rôles pour lesquels vous avez passé des veillées à mobiliser, à crier, à démarcher. Le président Paul Sapou l'a dit tout à l'heure, révérend Paul, citant Maître Capitaine Ludor et d'autres acteurs importants de notre pays qui ont, avec les autres organisations non gouvernementales du monde, sensibilisé les nations. Aujourd'hui, la Cour est sanctionnée par son personnel, interdit d'accéder aux États-Unis d'Amérique. Je me demande comment allons-nous faire? Parce qu'en juillet, nous devons réviser les statuts de Rome pour insérer dans les statuts, pour enrichir l'article 5 du statut, en adoptant de nouveaux crimes internationaux, notamment les crimes touchant à l'environnement, l'écocide. Nous avons eu rendez-vous à la Cour en 2024 pour nous retrouver à New York. Comment les personnels de la Cour
s'y rendront avec l'interdiction d'accéder à New York, tel que décidé par M. Trump. J'ai vu tout de suite l'ONU crier pour dire « Nous demandons au roi du monde de revenir sur sa décision ». Pourquoi le monde ne peut-il pas aussi se revenir? Pas pour sanctionner les Américains, mais pour leur montrer qu'ils sont grands parce que nous existons. Vous savez, on n'est pas grand dans un monde où il n'y a personne. On est grand par rapport aux faibles. Et donc, les faibles sont importants dans votre grandeur. Nous acceptons votre grandeur, mais vous devez respecter notre faiblesse. À cohabiter avec vous dans ce monde. À équilibre géographique équilibré, c'est-à-dire où le fort est respecté comme le fort, et les faibles connaissent son statut de faible et se battent pour devenir grand. Mesdames et messieurs, l'avenir de la Cour est pas sombre, mais menacé. Menacé par les discours dévastateurs de Trump et de ceux qui les soutiennent. Vous avez l'Israël, vous avez d'autres nations du monde qui ne veulent pas de la justice neutre, mais seulement commandée et téléguidée. Nous devons appuyer les efforts du bureau, mesdames et messieurs, et de la Cour, comme l'Allemagne l'a fait hier et comme l'ONU l'a fait ce matin, pour appuyer ce travail parce qu'il s'agit d'une justice pénale internationale qui ne reconnaît pas les statuts officiels des présumés auteurs des crimes. Ce qu'on appelle le défaut de pertinence de la qualité officielle des criminels. En Tanzanie, à Arusha, pour soutenir cette action-là. Votre présence massive dans cette salle témoigne de l'intérêt que vous portez à la lutte au combat de notre libération. Merci. Nous sommes très heureux de l'intérêt que le procureur Karim Khan attache aux crimes qui sont aujourd'hui effrayants dans la partie orientale, à Goma et ses environs, perpétrés par les rebelles appelés M23 avec les concours significatifs et aujourd'hui révélés du Rwanda. Il n'y a plus de doute. Et donc, l'appel à témoins lancé par les procureurs est une occasion unique dans l'histoire de la Cour qui permet aujourd'hui aux acteurs non étatiques et institutionnels à pouvoir réunir les éléments, toute communication nécessaire à l'établissement de la vérité sur les crimes dont ils ont connaissance. Il s'agit, à l'occasion de cet échange, d'indiquer et de présenter aux ONG la manière et l'adresse disons, laquelle les éléments en leur possession doivent être transférés au bureau du procureur. Nous avons, à l'occasion de ces échanges, rappelé la nécessité qu'il y a à faire des fiches signalétiques synthétiques et rationnelles, ou rationalisées, et qui permettent aux analystes du bureau du procureur d'avoir rapidement l'information sans détails non essentiels. C'est dire en d'autres termes, la présentation de la preuve doit répondre à une question de clarté et de précision pour permettre, sinon pour faciliter le travail d'insertion et de renforcement de la conviction de magistrats de la Cour.